Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum! Eh oui, je te fais un boom, c'est ma marque de fabrique, je suis obligé. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une discussion Hall of Fame du rock. Vous le savez, la playlist 2021 sur la page. Et encore plus que d'habitude, je me devais d'être accompagné par mon coach vocal de cœur, From Empty School, la chaîne YouTube. C'est Flo qui est au-dessus de moi. Salut Flo. Salut Captain, comment c'est la forme? Ah, c'est la forme, ouais, ouais, une petite forme, je vais pas te mentir, mais la forme revient parce que le plaisir est là. Moi, cette discussion Hall of Fame, depuis qu'on se connaît, quelque part, je l'attendais avec impatience parce que on va parler aujourd'hui, on va pas se mentir, on parle d'un dieu pour Flo. C'est pas un groupe, c'est un artiste à part entière. Et vous le voyez à côté de nous, c'est Chris Cornell. Chris Cornell est le sujet de notre discussion Hall of Fame du jour. On vous avait déjà prévenu dans cette longue discussion rock qu'on avait eue avec nos amis Antoine de 130 livres et Alex de la Fuite en vidéo. On les salue certainement, ils vont nous écouter. Euh, Chris Cornell, tu nous as dit que c'était vraiment ton chanteur de cœur, une influence énorme pour toi, et ça me ravit aujourd'hui de t'écouter sur cette idole. Et tu connais ma question habituelle dans toutes les discussions Hall of Fame. Quelle est ta découverte? Comment rencontres-tu, excuse-moi, cet artiste incroyable Chris Cornell? En fait, comment dire, avec un chanteur comme Chris Cornell, en fait, il faut plusieurs rencontres Hmm, parce que il a vraiment plusieurs styles dans hmm, sa voix. Et c'est ce qui a fait vraiment mon amour fou pour lui. C'est une fois, il y a un de mes potes qui m'avait dit, hey, Flo, t'aimes pas Rage Against the Machine? Et je dis, ah non, pas du tout. Il me dit, tu sais qu'ils ont un nouveau groupe, mais il y a plus le chanteur, en fait, il y a un autre gars. Et le gars me le vend en me disant, c'est un blanc, mais il chante comme un noir. En fait, il a vraiment cette voix blues à l'ancienne, afro-américain et tout. Je suis ok, bah vas-y, fais écouter. Et j'écoute Audio Slave, et là, je me prends déjà une grande claque dans la gueule. Je dis, oh là, alors là, on est sur une des plus belles voix que j'ai entendues de ma vie. Vraiment. Je ressentais vraiment ça, quoi. Et, euh, quelques mois plus tard, en soirée, il y a une chanson en fait de Temple of Dog qui passe. Et là, je me reprends une tarte dans les dents et je dis mais c'est qui ce chanteur? Et on me dit bah c'est le chanteur de Audioslave. Et là je dis quoi? À la base le mec a une voix super soul, super blues et d'un seul coup je l'entends aller chercher des notes ultra heavy metal. Et là je me suis dit mais attends mais il est exceptionnel ce gars. Et après du coup j'ai écouté ses albums solo et je me suis dit alors ah, le mec il fait ce qu'il veut avec sa voix. C'est incroyable. Donc en fait voilà comment j'ai connu Chris Cornell. En fait j'ai vraiment connu grâce à Audioslave. Et après, j'ai appris à le découvrir j'ai trouvé mon admiration pour lui quand j'ai entendu tous ses projets et que je me suis dit, c'est jamais la même chose, il propose toujours quelque chose de différent. tout à fait, t'as raison. Alors, en ce qui me concerne, en fait, j'ai l'impression, c'est toi qui m'y as fait penser, mais j'ai l'impression que dans ma vie de passionné de rock, que j'ai eu des éternelles rencontres avec Chris Cornell et que je n'ai jamais cherché à m'investir totalement dans son œuvre, parce que c'est une œuvre, comme tu dis, Flo. Et évidemment, alors ça va être un peu cliché, mais évidemment, Chris m'apparaît avec son premier groupe Soundgarden et Black Hole Sun. Black Hole Sun qui était, on se souvient plus, mais Black Hole Sun était en heavy rotation sur des radios comme Fun Radio à l'époque, quoi. On parle de 93-94. Et voilà. Et, mais n'étant pas aux États-Unis, tout ça, Soundgarden et Chris Cornell, c'est ce tube, et je te dirais seulement ce tube, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai pas gratté plus, je suis allé sur d'autres groupes et tout ça. Après, il y a une autre anecdote, je pense que je vais sur les magazines d'import, tu sais, puis on est en 98-99, et j'achète un Kerrang. J'achète un Kerrang, Ouais. tu sais, et je lis parce que j'étais dans ma recherche de mes groupes du moment, tu sais, le groupe de l'époque et tout ça. Et dans ce Kerrang, tu vois, j'étais déstabilisé parce que c'était lui qui était en couverture
avec son nom, sans groupe, là je comprends pas. Et l'album de la semaine ou du mois, je sais plus pour qui rendre, l'album du mois, c'était Euphoria Morning. Donc là, je Ok. me dis, ok, là, il y a un truc. Ce mec-là, c'est pas n'importe qui. Là, tu vois, c'est la deuxième piqûre. La troisième piqûre, c'est euh, en arrivant en Amérique, au Canada, tout ça, c'est comprendre qu'il a fait un autre masterpiece avec Audioslave, un titre. Peut-être on en parle, je le garde. On va en parler le moment venu. Mhm. Bon, je vais vous le dire quand même. Like a Stone, Ouais. qui a un morceau référence ici, à mes yeux, qui n'a pas dû traverser l'Atlantique, qui n'a pas eu le même impact en Europe qu'aux États-Unis. Et dernière chose, la première fois que j'ai visité Ottawa, la petite capitale du Canada, je le savais pas et je l'ai raté. C'était un soir de concert de Chris Cornell à Ottawa. Et il remplissait, tu sais, le stade des sénateurs là, de l'équipe de hockey. Il a rempli le stade et c'était juste avant un album dont on parlera aussi, Scream. Et donc, Ok. j'ai une petite relation avec cet album que j'aime beaucoup. Mais ça, je suis sûr, en me connaissant, tu t'en doutais. Donc, reprenons. Là, on a le portrait de Chris et, Cornell. Et reprenons par le début. Parce que Chris, en fait, arrive dans ce moment de, je te dirais, c'est même pas, je sais pas si on peut dire ce moment musical, ou c'est encore plus que de la musique, ce moment pop culturel. Tu me diras ce que t'en penses. Mais il vient pas de nulle part, Chris Cornell. Il vient vraiment pas de nulle part. Je vous mets cette pochette d'album de Soundgarden, son groupe. Pourquoi je vous dis pas de nulle part? Parce que c'est cette fameuse scène de Seattle. Et cette scène de Seattle, maintenant avec le recul historique qu'on a, mais c'est incroyable, Flo. C'est incroyable. J'arrive même pas encore à le conceptualiser, tu vois. C'est au même moment, dans une même ville, des gens décident d'inventer un nouveau son, une nouvelle approche, et tous les groupes qui vont naître ont leurs pattes à eux, reconnaissables parmi tant d'autres. On peut reconnaître un Soundgarden, qu'on reconnaît un Nirvana, qu'on reconnaît un Pearl Jam, qu'on reconnaît un Madonna, et ainsi soit-il. Euh, on est à peu près, dis-moi si je me trompe, mais on reconnaît Alice in Chains, évidemment, évidemment, Oui, bien sûr, bien sûr. évidemment, voilà, faut les citer aussi. Donc ils sont là, ils se connaissent tous, ils créent quelque chose, C'est assez énorme hein, dans l'histoire de. Alors on va employer les grands mots, mais j'ai pas peur de le dire, mais dans l'histoire de l'art, 90 Seattle, c'est unique, et donc toi qui aime profondément cette scène, qui, comme moi, aime cette ville, tiens d'ailleurs, tu vois, je change mon chapeau légendaire, je vais mettre ma casquette des Seahawks. Parce que, Voilà. voilà, je mets ma casquette des Seahawks parce que, tu vois, Seattle Forever. Et j'ai. Euh, toi, Flo, cette scène incroyable, et donc les balbutiements et les premiers albums de Soundgarden, comment tu pourrais nous les évoquer? Ben, en fait, le truc, c'est que, ouais, la scène de Seattle, elle a quelque chose de assez incroyable parce C'est vrai. que rien ne se ressemble. Ouais. Tout est, comment dire, ils ont tous une patte qui est reconnaissable dans leur scène, en fait, mais ils sont tous ultra différents. Parce que Mm. il y a aucun chanteur qui chante de la même manière, aucun chanteur qui a la même voix, aucun. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant quelque part parce que Mm. à l'heure où maintenant, quand un groupe fait quelque chose, tous les groupes font la même chose et on sait plus qui fait quoi. Là, on était vraiment sur quelque chose où ils avaient tous leurs trucs, tous leurs particularités. La particularité des premiers albums de Soundgarden, en fait, et ça me fait marrer de dire ça parce que je disais que Ozzy Osbourne, c'était pas forcément un chanteur exceptionnel, mais qu'il avait sa touche. Et ben en fait, les premiers albums de Soundgarden, je trouve qu'ils sont, en tout cas vocalement, ils sont ultra influencés Oui. Black Black Sabbath, je trouve, Sabbath. parce que c'est au perché et, euh, et c'est un peu à très roots. Ils s'en foutent. Euh, Surtout que c'est pas un mec qui est arrivé en mode je veux être chanteur. À la base, c'était le batteur de Soundgarden et il chantait un peu. Ensuite,
il s'est mis au chant. À la fin, il s'est retrouvé avec une guitare aussi dans les mains et tout. Mais ouais, c'est un mec qui a touché à tout à la base et puis et qui est arrivé là-dedans. Je pense que la particularité également de cette scène de Seattle, c'est que Seattle, c'était ultra pauvre quand même et que ils avaient des conditions de vie quand même qui étaient assez space et au final ils savaient pas vraiment ce qu'allait être leur avenir, donc du coup ils écrivaient sur les choses qui leur parlaient et ça a touché beaucoup de gens. Tout à fait. Après le truc que je Et trouve dommage quand même. en même temps, Flo, c'était en étant à Seattle, je pense que ça leur a donné un mood particulier, ça me paraît évident. Mais c'était une condition sine qua non pour Chris et tant d'autres, mais surtout pour Chris. La musique, c'était ça pour. C'était un ado assez dépressif et qui Ouais, partait en ouais. vrille. Et la musique, c'était pas un plaisir, c'était la survie. Est-ce que tu es Ouais. d'accord avec moi? Ouais, non, carrément, carrément. Et d'ailleurs, il le disait, il l'a dit dans pas mal de trucs, hein, que la musique c'était de la survie. Et d'ailleurs, c'est même, il a arrêté la drogue et l'alcool parce qu'il disait, attends, là, je suis en train de. À chaque fois, en fait, il trouvait toujours un moyen pour s'enterrer un peu plus. Et quand il se rendait compte que ça n'allait plus, il se remontait. Mais c'est vrai que de cette scène-là, en plus de ça, t'as beaucoup de groupes qui sont ressortis et qui ont été ultra connus en Europe. Mais Soundgarden, ils sont quand même restés très américains, quoi. Voilà, tout à fait, tout Ils à ont fait. jamais trop, ils ont pas trop traversé la mer, quoi. Ça, Ouais. c'est clair. Moi, j'étais donc un petit ado à l'époque, et je suis assez d'accord avec toi. J'ai découvert Soundgarden, mais je les ai jamais connus. Tu vois ce que je veux dire? En étant en Mm. France, voilà, c'était Black Hole Sun. Et de moi-même, je suis allé un peu gratter. Il y avait Spoonman, Ouais. que j'aimais beaucoup aussi, parce que chanson assez qui sortait des sentiers battus, parce que avec des cassages de rythme, elle était bizarre pour l'époque, tu vois, et tout, et ça montrait ils osaient tout, quoi. Ils n'avaient pas peur, ils n'étaient pas vraiment dans un formatage, bien au contraire. Euh, Vas-y, excuse-moi, vas-y. Et mais le truc aussi que je trouve génial dans ces groupes-là, même comme Sabbath par exemple, c'est que ils avaient tous un peu les mêmes influences, tu vois. Hmm. Chris Cornell, il était comme Ozzy Osbourne, il était ultra fan des Beatles et surtout de John Lennon. D'ailleurs, dans le tout premier album de Soundgarden qui est sorti quelques jours après ma naissance, il est sorti le 31 octobre 1988. Je suis né le 25 octobre 1988. Il s'appelait C'est un signe. Ultra Mega OK. Oui. Dans cet album, en fait, le dernier morceau, c'est un morceau de John Lennon. Hmm. Ouais. Donc, donc voilà. Après, le gros succès, vraiment l'album qui a commencé à les faire connaître et à commencer à les faire tourner un petit peu, c'est l'album que tu as mis en pochette, c'est Louder Than Love. Ça, c'était un album qui a commencé à vraiment. Et c'est un album où Chris Cornell a écrit énormément, justement. C'est là qu'ils ont compris que, bon, ben, euh, la patte créative, il fallait lui la laisser pour beaucoup de choses, quoi. Ouais, il devient, sur ce deuxième album, et tu me diras si sur le troisième c'est aussi comme ça. C'est vraiment, on parle de leader dans un groupe, mais et il s'affirme et même si les autres musicos sont bons et sont extrêmement talentueux, ça va de soi. Il est, comme tu l'as dit, il est la force, il est la locomotive. Il devient clairement le visage. Voilà, il y a aussi le guitariste qui est un peu connu, mais il, y a, il devient clairement le visage. Donc, arrive. Est-ce que tu es d'accord avec moi que sur ce deuxième album arrive ce côté visage de Chris Cornell, Soundgarden, c'est la même chose? Ouais, complètement, complètement. Et je trouve même que, encore une fois, c'est marrant parce que on se retrouve encore sur un album où, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent tout le temps dans l'ombre dans la musique
Et là, on se retrouve encore une fois avec quelqu'un dont on a déjà parlé quand on parlait de Deftones, ouais, je crois que c'était ça. Parce que le producteur, en fait, c'est Terry Date. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, c'est vrai. Donc c'est vrai ils ont à chaque fois quand un groupe travaille avec un bon producteur, j'ai l'impression qu'il et d'ailleurs c'est ça normalement le boulot d'un producteur, c'est de prendre vraiment la personne qu'il faut mettre devant et la met devant, tu vois? Et là ouais, c'est ce qui s'est passé parce que, bah, rien que la jaquette, c'est Chris Cornell, quoi, tu vois? Ouais. Donc à un moment donné, ils ont compris que, bon, bah, on a un frontman, on va l'utiliser, quoi. Ah ouais, utilise à mort, tout ça. Et donc, euh, l'album suivant, c'est l'album qui explose tout, hein, si je me souviens bien. Euh, et, et donc, voilà, on arrive sur ce moment, et c'est là où j'aimerais tu m'en dises un peu plus, ce moment Black Hole Sun. Black Hole Sun, selon toi, est-ce que il est représentatif de Chris Cornell et de Soundgarden à l'époque, ou comment, comment avoir une bonne interprétation de Black Hole Sun selon toi, Flo? En fait, Black Olson, je trouve qu'il est plus représentatif de Chris Cornell que de Soundgarden. Mhm. Je trouve que, enfin, je pense, je me trompe peut-être parce que c'était pas un de mes potes, hein, mais j'aurais bien aimé d'ailleurs. Mais ouais, ça le représente bien, ça montre bien le personnage que c'était. Dans cet album-là, l'avantage, et Black Olson en fait partie, c'est qu'on se rend compte qu'il s'inspirait vraiment de plein de choses qu'il y avait autour de lui, tu sais. Mhm. Parce que Black Olson, en fait, c'est une statue qu'il y a dans Seattle. Et je sais plus si on la voit dans le clip. En tout cas, il y avait des photos de Chris Cornell à côté de cette statue. Elle se trouve un petit peu au-dessus de la ville. C'est un espèce de gros cercle avec un trou à l'intérieur, comme un donuts en fait. Et en fait, il disait, enfin l'artiste avait dit qu'en gros ce truc-là c'était pour protéger la ville de la pluie ou quelque chose comme ça. Et dedans, en fait, il le dit Black Hole Sun, wash away and wash away the rain. C'est exactement ce qu'il dit en fait. En gros, il dit le Black Hole Sun fait partir la pluie en fait. Donc, je trouvais ça cool quand je me suis intéressé parce que c'est là qu'on voit un petit peu le génie créatif de ce mec, c'est qu'il prend quelque chose qu'il y a autour de lui, tu sais, et puis il dit, ok, je vais écrire un truc là-dessus. Mhm. Et il en écrit un texte qui est magnifique, une chanson qui est magnifique, mais c'est vrai que après, elle représente pas ultra bien Soundgarden, ça c'est clair que. Mais c'est devenu au final, c'est devenu la chanson la plus connue de Mhm. Soundgarden. C'est ça. Ah ouais, et de loin, et de loin. Est-ce que Spoonman, par exemple, représenterait plus Soundgarden? J'ai l'impression que oui, mais Moi je pense que ouais, je pense mhm. que ouais. Et Spoonman, elle a été écrite de la même manière que Black Hole Sun en fait. C'est un mec qui faisait vraiment de la musique avec des cuillères dans Seattle. Ouais. Et du coup, ils en ont écrit une zik, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est bien avec Chris Cornell et sa première période sous Soundgarden, parce il faut en parler comme ça, c'est que euh, moi j'avais l'impression que avec lui, enfin quand, et je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais on était plus dans du enfin plus du carnet de voyage, tu sais. Avec Nirvana, Mm. c'était tout de suite sur les sentiments lourds, tu sais, un peu très généraliste. Je me trompe, les fans de Nirvana m'en veuillez pas, mais j'exagère un peu le trait, tu vois. Pearl Jam, c'était aussi plus existentialiste et tout ça, alors que avec Chris Cornell, on était sur un rock non pas plus terre à terre, mais qui restait connecté avec des choses de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Bah, il écrivait beaucoup de poésie, en fait. Mhm. Pour comprendre ses textes, fallait quand même aller creuser, tu Oui. sais. Ah ouais, ouais, Tu c'était pouvais pas astreinte. tout de suite comprendre, et je pense que c'est aussi pour ça qu'en Europe, ça a moins fait un carton. Ouais. C'est que ces textes, ils étaient un petit peu plus, fallait chercher deux, trois choses, pour comprendre vraiment ce qu'il voulait dire, il fallait quand même creuser vraiment et puis aller chercher certaines références, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, et là, il y a un vrai.
Il y a une vraie barrière de la langue, c'est sûr, parce que Mm. ouais, euh, effectivement, le plaisir est beaucoup plus difficile. Voilà, Soundgarden donc est enfin, voilà, des piliers énormes de cette scène de Seattle. Euh, et c'est quelque chose, quoi. Je veux dire, on se réalise plus, mais de 90, 91, 92, 93, 94, c'est énorme. C'est des gens qui sont assez énormes, quoi. Et c'est un vent de fraîcheur tellement fou. Mais cette scène de Seattle, c'est des gens qui se connaissent. Seattle, c'est quand même une ville très concentrée. Tout le monde se connaît. Ils ont joué ensemble, les uns après les autres, dans les mêmes petits clubs et tout. Ils ont explosé ensemble. Voilà. Et donc arrive, à l'époque, c'est un peu une dinguerie, c'est un peu une folie, arrive un premier All-Star Band concernant Chris Cornell. Et c'est quelque chose qui va le suivre. Il ne le sait pas lui-même, mais ça va le suivre, Flo. C'est ce projet-là, avec Eddie Vedder de Pearl Jam, Temple Ouais. of Dog. Alors, ce projet Temple of Dog, Flo, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour moi, c'est un de ses plus beaux projets Ouais, parce que déjà, c'est des morceaux déjà qui sont pour la plupart très longs en plus, tu vois. Et, euh, dans ces morceaux, moi, je me fais pas chier. Je t'avoue que cet album-là, c'est l'album que j'écoute en général avant un concert, avant un grand concert quand je suis stressé, c'est cet ouais. album-là que j'écoute. Avant de jouer, Parce pour te ouais, relaxer? ouais, Ok. vraiment. Parce que Say Hello to Heaven, par exemple, il commence avec une telle légèreté, un truc tellement prenant, et ça se termine avec des voix ultra heavy metal. Et d'ailleurs, c'est avec le morceau d'après que j'ai découvert Temple of God, of Dog, c'est Reach Out, non, c'est Reach Down. Où là, à la fin, c'est n'importe quoi. Il y a des voix ultra hautes. Techniquement, il est fou ce projet. Et ils ont laissé vraiment une place pour le chant qui était, mais je trouve ça fou parce ça sonne, tu sais, ça sonne blues, vraiment. Hmm. Tu vois, genre, ils s'arrêtent, ils font tourner des petits riffs tout gentils, pendant que lui, il s'éclate et il fait n'importe quoi avec sa voix, il s'amuse comme un petit fou, et hop, tout s'arrête, et un solo de dingue. Et comme tu disais, c'est un all-star band, donc il y avait vraiment tous les gros artistes dedans, il y a tout le monde qui a chanté un peu dedans, tout le monde avait sa place, ils ont fermé la porte à personne. Je trouve ça vraiment trop bien en fait déjà comme projet. Et l'album, ils l'ont créé, je suis même pas sûr qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils étaient en train d'écrire. Parce que Hmm. c'est devenu des gros classiques, quoi. Genre, c'était Hunger Strike, c'est un morceau euh, que même Linkin Park a joué en concert, tu vois. Mhm. Tu prends Call Me a Dog, tout le monde l'a reprise. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de. Enfin, il y a que des pépites, moi, je trouve, dans cet album-là. Je trouve qu'il est bien du début à la fin. Il est complètement fou. Il est pas mainstream. Il est vraiment. Enfin, ils l'ont écrit comme ils avaient envie de l'écrire. Et j'ai vraiment. Enfin, moi, je te dis, cet album-là, je peux même pas être objectif. En vrai, pour moi, c'est un des plus bels albums qui a été écrit, quoi. Bah, puis, enfin, ça impose le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être Ouais, c'est mon côté un peu sportif qui parle, mais ça impose le niveau où parce que on parle d'un All-Star Band, mais qui était pris comme un side project, tu vois. Le side project généralement, bon, et encore une fois j'exagère, mais généralement c'est un peu pour se détendre, s'amuser, avoir un peu une bouffée d'oxygène par rapport à des projets dans ton groupe qui sont des projets plus lourds, qui demandent plus, tout ça. Et donc, d'un side project, un tel niveau de qualité et un tel niveau aussi de maîtrise, où, comme tu le dis, il s'amuse. C'est-à-dire que, sans le dire verbalement, il est en train de nous dire, moi, euh, tous les, euh, tous les genres, les gars, je suis bon, hein, je maîtrise, tu vois. c'est Et, ça. en cela, c'est fou. Enfin, ouais, c'est vraiment, il y a un côté affirmation, mais c'est force tranquille, tu vois. Il y a un côté force tranquille en fait, et qui se dégage de là à tel point que pour beaucoup, enfin, pour certains fans.
qui était plus, et bon, ça se comprend, qui était plus Chris Cornell que Soundgarden, ils auraient presque voulu que Temple of Dog prenne la place en tant que lead project de Soundgarden, tu vois. Moi, c'était le cas. Hein. Tu vois. Non, tu vois. Effectivement. Donc, t'étais Team Chris. Ah ouais, mais moi, je suis totalement dans. Moi en fait, j'aime tout ce qu'il a fait, mais j'aime tout ce qu'il a fait de manière démesurée. Je suis vraiment ultra fan de tout son travail. Ouais, c'est ça qui est bien. Mais si je dois faire un top, tu vois, Soundgarden, ça arrivera en dernier. Bah, Ouais, je mais vois. même quand je dis dernier, tu vois, c'est quand même des albums que je Bien sûr. bouffe tout le temps, tu vois. Bien sûr. Mais ouais, c'est pas ce que j'ai préféré de sa discographie, c'est clair. Ouais. Donc, gros moment. Et en fait, quelque part après Temple of Dog, Chris Cornell, il, il a comment tu sais, le cadre classique d'un band, je pense que ça lui correspond déjà plus. Tu Mm. vois? Et d'où la rupture avec Soundgarden qui arrive au milieu des années 90. Voilà, donc le statut de Chris Cornell, notamment aux États-Unis, en Amérique, est fait. Moi, en tant qu'Européen, je n'en ai pas vraiment conscience, mais il est fait. C'est un statut de pratiquement déjà à l'époque. Les mots sont forts, mais d'icône rock, quoi. Hein. Déjà, les gens le suivent à fond. Et donc, les années 90, enfin, après la rupture, évidemment, la décennie continue. Et Chris repart sur un projet, et là, c'est le projet solo. C'est son premier projet solo. Dis-moi si je me trompe, hein. Je suis pas C'est autant ça, fan que toi, c'est mais ça. voilà. Un projet solo, Euphoria Morning, qui arrive, voilà, avec cette pochette. Alors, moi, j'écoutais beaucoup à l'époque, j'écoutais beaucoup les radios rock belges, qui étaient Ouais, beaucoup plus pointues en termes de niveau et tout ça. Et c'est un album qu'ils ont vraiment soutenu, tu vois. Et je l'ai écouté et il y a un morceau dont je me souviens, tu vois. Je possède pas l'album, mais de ça, il y a un morceau dont je me souviendrai toujours, c'est Can't Change Me. Can't ouais, Change Me, qui est la première de l'album, si je me trompe pas, ouais, c'est où ça. ben, c'est un Chris Cornell en avant, tu vois. On n'est plus sur le côté heavy, rock lourd, tout ça. On est sur euh, une voix, un auteur qui vous propose son premier album solo. Donc le son est différent, c'était déstabilisant, mais il y a du songwriting encore là-dessus. Et puis, enfin, je repars sur ce morceau que j'aime bien, là, Can Change Me, qui est un peu, je vais pas dire prophétique, mais ça finit quand même en disant She can change me, tu vois. Et j'ai Mm. l'impression que ça va tellement marquer la vie de Chris Cornell. Alors, ce premier album solo, toi, Flo le fan, comment il est où dans ton cœur? Et en fait, c'est à chaque fois, Chris, à chaque fois, il arrive et il va chercher. Encore une fois, je le connais pas, mais j'ai toujours eu l'impression qu'à chaque fois, il allait chercher un truc et il disait, tiens, là, je te titille, là, t'es obligé d'être interpellé, Mhm. parce que, euh, par exemple, avant d'être fan de Chris Cornell, tu vois, j'aimais beaucoup Jeff Buckley Mhm. Oui, oui, oui. et c'était un pote à lui en fait. Ouais, ouais. Et il y a le morceau Wave Goodbye qui a été écrit pour Jeff Buckley, en hommage à Jeff Buckley. Donc, quand j'ai lu ça dans des interviews, bah, du coup, j'ai été l'écouter. Moi, j'ai découvert Chris Cornell bien après la sortie de cet album. Donc, du coup, quand je l'ai écouté, comme toi, Can't Change Me, il m'avait vraiment interpellé, surtout qu'il y avait une version française. Au passage, la version française, je comprends rien de ce qu'il dit, pourtant je suis français. Oui, c'est souvent comme Mais on ça. comprend pas un mot de ce qu'il dit. Je pense que ouais, c'est un truc qui a été fait vraiment pour l'exportation, mais bon, ça a un peu loupé quoi. Mais c'est vrai qu'il y a Can't Change Me qui était vachement bien. Il y avait Follow My Way qui était vraiment super cool. Wave Goodbye qui est
qui est un de mes morceaux phares. Il y avait Pillow of Your Bones aussi, qui était complètement dingue. Moi, c'est un album qui était trop cool parce que comme je t'avais dit quand on parlait de Depeche Mode, quand je commence à être fan d'un artiste, j'aime bien commencer du début Ouais, et remonter tout doucement, tu vois. Et c'est vrai que pour un premier album solo, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Après, comme tu disais, le son il change ouais, parce que vu que c'est un album solo, ils se sont dit bon bah on va le produire comme un album de variété quelque part, tu sais, comme un album ouais, de chanteurs solo en fait, tout simplement, ouais, de plus comme un groupe de rock. On n'a plus besoin de mettre la guitare en avant parce que bah c'est pas eux qui importent, c'est vraiment le nom Chris Cornell qui importe. Donc donc je trouve que c'était un super album. De toute façon, je vais te dire ça tout le temps, hein, je te préviens. Je te préviens. et c'est ça qui est bon. Euh, mais ouais, c'était un super album et, une belle, comment dire, une belle évolution en fait. Il est arrivé, il a posé son truc avec Temple of Dog, il a posé son truc avec Soundgarden, et là il débarque en disant ah, attendez, regardez, si on baisse un peu l'intensité de la musique, je peux faire d'autres choses. Et puis il a réussi à se placer en plus de ça dans pas mal de trucs grâce à ça, Ouais, grâce à cet album. ouais. Et bah en fait, album important pour que dans l'esprit des amateurs de musique, dans l'esprit du business musical aussi, dans l'esprit de tous, comprendre que Chris Cornell, c'est le chanteur. Voilà. C'est une incarnation possible de l'idée du chanteur américain, et qui dépasse son genre d'origine, qui était le grunge. Et en cela, cet album-là, je pense il, il fait le coche. Enfin, ça marche là-dessus. Même si je pense quand même Bah, que ça a déstabilisé pas mal de fans de l'époque aussi. ouais, mais à l'époque, il y avait tout le monde qui était unanime. Même il y a une interview de Chris Cornell où c'était un petit peu avant ça, où il est assis sur le canapé comme ça. Je crois que c'était au Tonight Show. Et genre le mec, il lui dit, d'ailleurs, est-ce que tu étais au courant que Axl Rose a dit que tu étais le meilleur chanteur de rock qu'il ait jamais entendu? Et là, Chris Cornell, il est là genre, waouh. Ah ben, ah ben merci. Surtout que je suis super fan de Axel. Enfin, tu vois, c'est Mhm. genre, Mhm. à l'époque déjà, il se prenait, et Axel Rose, on sait très bien que c'est pas le genre à faire des compliments Ah facilement. ouais, non, non, il les donne pas facilement. Non, non. Donc ça veut dire que c'est un vrai compliment, ça. Ouais, grave. Mhm. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et donc, alors, même si, tu vois, j'ai toujours eu cette sympathie, cette affection pour Chris Cornell, honnêtement, malgré cet album, moi, j'ai complètement le perdre de vue plusieurs années jusqu'à son nouveau All-Star Band. Dis-moi si je me trompe, Flo, y a-t-il des productions de Chris Cornell entre cet album-là, qui est 98 ou 90, 99 peut-être, 99 99. et 2002, y a-t-il la production de... moi, j'ai l'impression que non, peut-être je me trompe. Non. Non. Non, après, il a beaucoup tourné, en fait. Après, il a fait énormément de tournées. Hmm. Et du coup, c'est là qu'il a commencé à trouver un petit peu plaisir à faire pas mal de choses. Si je dis, non, c'est entre 99 et la suite, non. Il a vraiment fait beaucoup de concerts. Hmm. Il y avait eu juste avant, il y avait en 96, il y a le Down on the Upside de Soundgarden qui était sorti. Mais après ça, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, ils avaient splitté. Ouais, Et il a fait son album solo. Après, il a fait, comme je te disais, il a fait énormément de tournées avec cet album. Ouais. ouais. Et donc, de là, on arrive dans les années 2000. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans les années 2000 et surtout à la fin de l'année 2000? C'est qu'il y a le gros split de ce groupe énorme qui est Rage Against the Machine. Et de ce split où Zach de la Rocca part de son côté, je pense il y a des distensions entre le chanteur et le reste du groupe, ça me paraît évident. Le reste du groupe, mené par Tom Morello, je pense que pour mieux digérer ce split et une certaine forme de deuil par rapport à Rage Against the Machine qui s'arrête,
qui s'arrête après 3 albums, qui s'arrête quand même, ils ont marqué la décennie, ils ont marqué l'histoire de la musique et tout ça. Et ben, ils vont tout de suite enchaîner sur un nouveau projet et avec c'est peut-être la chance du destin, enfin voilà, bah, sur leur passage, Chris Cornell, Chris, on ferait pas quelque chose ensemble? Allez, banco. Et de là arrive ben, le deuxième grand groupe de Chris Cornell. C'est quand même, au-delà de notre amour pour le mec, c'est quand même assez rare dans l'histoire de la musique, l'histoire d'un chanteur, d'être le frontman de deux groupes qui seront quand même des groupes qui resteront dans l'histoire du rock. Parce que là, maintenant, vous avez compris, on parle d'Audioslave, avec leur premier album 2002 qui s'appelle Audioslave. C'est simple, c'est efficace. Voilà. Alors, Audioslave, euh, ce premier album, alors moi j'aime beaucoup, même si je ne possède pas les albums, tu sais, Flo, je les possède pas, donc peut-être que les morceaux, je vais peut-être les confondre, je vais peut-être les mettre sur des albums qui c'est pas le précisément celui-là, mais j'ai beaucoup aimé parce que en fait, Audioslave, ça permettait de remontrer encore une fois vis-à-vis de Chris Cornell que quel chanteur c'est. Parce que, en fait, il fallait mettre de côté, et c'est ça qui était bien, il fallait mettre de côté Rage Against the Machine. Ouais, c'était les mêmes icos, ouais, en termes de rythmique, en termes de cachet, bien sûr que tu pouvais retrouver ça, évidemment, les sons de guitare, bon, blablabla, j'enfonce des portes ouvertes. Sauf que avec Chris Cornell, c'est un tout autre groupe. Et ça, c'est la force de Chris. C'est que des mecs qui sont tellement marqués dans leur genre, tellement marqués dans leur façon de faire de la musique, ils jouent de la musique avec Chris Cornell, ça devient un autre groupe. En cela, ce mouvement-là que j'essaie de vous expliquer, en cela, c'est une dinguerie. En cela, c'est fou. C'est ça la puissance de Chris Cornell. Il a, à mes yeux, c'est pas il les a rendus meilleurs, mais il les a changés pour quelque chose, à mes yeux, de plus profond. Et de plus classic rock. De plus classic rock. Il y a, donc bref, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Alors peut-être, Flo, tu pourras nous parler plus précisément de ce premier album Audioslave. Ouais, en fait déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Audioslave, en fait, c'est les mecs cherchaient un chanteur. Ouais. Ils ont fait une audition avec Lane de Alice in Chains d'ailleurs. Bon, ça a dû être quelque chose, ça. Et en fait, c'est Rick Rubin qui leur a dit, mais les gars, moi j'ai un pote, si vous voulez, Voilà. il est chaud. C'est Chris Cornell de Soundgarden. Les mecs, ils lui ont dit, bah écoute, pourquoi pas essayer, ouais. Et il a débarqué, et en fait, c'est vrai que même les gars, ils disaient dans une interview que... Ouais. On a vu la même interview chez, comment il s'appelle, l'animateur radio, là. Enfin bref, vas-y, raconte-le. En gros, ils disaient que, waouh, ils se sont pris la maquette du gars. Le gars, il est venu, il a fait son truc, et ils se sont pris genre, oh, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Et genre, d'ailleurs, je sais plus c'était quel titre, mais ils disaient que le titre, ils l'ont même pas changé après pour enregistrer. Ils ont juste dit, bah, fais exactement la même chose en fait, change rien. Et dans cet album-là, c'est déjà le truc qui était cool, c'était que Rage, c'était un groupe qui avait un son bien à lui. Il y avait justement pas mal de trucs un petit peu space, la guitare qui était un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais Chris Cornell a une voix différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, ce qui se passe, c'est que eux arrivent avec leur sauce qui est extrêmement groovy, extrêmement puissante, et lui a une voix. Après, il faut dire ce qui est, c'est pas non plus un roi de la rythmique. Hein. D'ailleurs, en général, en concert, il est plus souvent en dehors du temps qu'autre chose. Mais c'est vrai que du coup, lui, il apaise tout ce que eux, là où sur un morceau où normalement on aurait l'habitude d'entendre De La Roca qui fait du hip-hop super énervé, là on entend une voix tellement mélodieuse et tellement un peu, tu sais, ce côté fatigué là, qui était un peu sa signature. Il y a un truc, et il y a que des tubes dans cet album.
Dans cet album, il n'y a pas un seul morceau. Si, il y a What You Are qui n'est pas forcément un gros tube, mais sinon Cochise, Show Me How to Live, Gasoline, Like a Stone, Set It Off, Shadow on the Sun. C'est tout de suite, on est Incroyable, hein, sur quand même. Incroyable, hein. Pour démarrer un nouveau projet, c'est comme tu dis, Cochise. Alors je me trompe, mais Cochise, il y a vraiment une patte rock, euh, classic rock 70 qui est incroyable. Personne n'arrivait, tu sais, personne n'arrivait à le refaire naturellement. On est quand même en 2002. Personne n'arrivait à faire Hmm. du classic rock un petit peu avec des petits côtés Led Zepp et tout ça. Personne n'arrivait à le refaire naturellement. Et eux, boum. Moi, je trouve ça match, comme on dit, ça match tellement bien. Et puis, moi j'ai envie qu'on s'attarde sur ce morceau, euh, qui est un morceau culte, culte. Et là encore, des morceaux cultes, c'est-à-dire que tout le monde ici, Flo me contredira pas, ça passe encore à la radio, les gens la mettent en soirée, dans les bars tu l'entends, les gens la fredonnent, les gens l'aiment, c'est la Custom. La Custom, c'est une magnifique chanson. Et là, tu vois que moi, comment j'interprète Like the Stone, j'ai l'impression que c'est trois super zikos qui se disent sur celle-là, on va le suivre. On ne fait que l'accompagner. Tu vois ce que je veux dire? On l'accompagne dans l'émotion. Ce qui était, pour les mecs de Rage Against the Machine, ce qui était un truc où j'aurais pas mis une pièce là-dessus si on m'avait expliqué ça avec des mots. Et sauf que quand tu entends la chanson, tu comprends tout, avec aussi un grand, grand solo de Tom Morello, hein, dans sa carrière de guitariste. C'est qu'est-ce qu'on va dire, pépite, chef-d'œuvre, classique. Comment, quel mot t'apposerais à cette chanson? Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. En plus de ça, euh, bah, il l'avait déjà fait avant, mais là, par contre, il commence un petit peu à parler de sa dépression à cœur ouvert quand même, hein, un peu dans ce morceau. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, enfin, pour te dire à quel point, dis-toi que pour te dire à quel point je suis ultra fan de ce mec et de ce titre, euh, je fais la référence à ce titre dans un de mes morceaux en Ah fait, oui? où je dis dans ce morceau, je dis que je suis dépressif et du coup je dis like Chris, I'm a stone. Ah bah oui. Donc vraiment, tu vois, c'est alors là plus Make sense? dedans, je dis bien Ouais. voilà, je suis ultra fan. Tiens, Ah oui. mais c'est vrai que ce morceau, il a été ultra important pour moi. Je l'ai chanté dans pas mal d'auditions que j'ai faites. Je chantais ce morceau parce que le texte, il est Est-ce très que poétique. c'est toi qui venais avec cette proposition, ou est-ce que c'est les Icos qui te demandaient de faire cette chanson? Non, c'est tout le temps moi, c'est tout le D'accord. temps. Alors là, enfin moi en fait, vraiment même avant les concerts, Hmm. enfin tu sais quand tu fais ton line check, quand Ouais, tu fais tes balances, je chante Show Me How to Live. Pour moi, c'est normal. C'est les morceaux que je chante pour m'échauffer, c'est les morceaux que je chante quand je veux tester quelque chose. C'est du Chris Cornell et c'est en général c'est ces deux morceaux-là. d'accord. Vraiment. Est-ce que Si je prends une technique, guitare sèche, c'est la même chose. justement, Flo, franchement, l'occasion est trop belle, t'es avec moi. Justement, sur cet album, premier de Audioslave, par rapport déjà à sa carrière qui est instaurée, est-ce que tu sens, excuse-moi, chez Chris, que techniquement, il y a des modifications ou pas? J'aimerais savoir ton point de vue là-dessus. Mais je pense vraiment que Audioslave, ça a été, techniquement, ça a été son apogée. Ah ouais? Ouais, là, on est sur du grand art. On est sur quelque chose où il a jamais aussi bien maîtrisé sa voix. Il a jamais fait. Après, c'est aussi parce que l'équipe lui laisse de la place. Tu vois, comme tu disais sur Like a Stone, ils lui ont laissé un petit peu, ils lui ont laissé un peu champ libre. Il s'est un peu amusé comme il voulait faire. Il a de la place tout le temps. Là, il est vraiment très fort. Dans cet album-là, dans les autres aussi. C'est Audioslave, techniquement,
c'est là où il défonce tout. Parce qu'il va utiliser les mêmes techniques qu'il utilise dans Soundgarden, mais il va également utiliser les techniques qu'il utilise dans Temple of Dog. Il va également chanter comme il chante sur ses albums solo. Genre, Sally Love, pour moi, tu vois, ça aurait pu être une limite. Elle aurait pu être chantée par le chanteur d'ACDC, tu vois. Il est vraiment, mais il va choper des trucs en hauteur. C'est incroyable. C'est Cochise, c'est la même chose. Enfin, Moi, il me fait penser alors, peut-être que je me trompe, mais il y a des petits moments à la Robert Plant aussi dans cet ouais, album. mais carrément, complètement, complètement. Ouais. Et il était ultra fan de Robert Plant en plus. Hmm. Ah Donc, ouais. donc ouais, Et, ouais, non, mais pour moi, c'était techniquement c'est là où il était le plus fort, quoi. ah ouais, voilà. Et généralement, alors c'est un concept en soi dans le monde du rock, les All-Star Band, et ça ne matche pas toujours. Mais dans Non. l'histoire des All-Star Band, Audioslave, qu'est-ce que ça a bien pris? Qu'est-ce que ça a bien pris, hein. Et et puis aussi des clips. Pour ceux qui sont attirés par l'image, il y a le clip, et je crois que c'est Cochise, le clip avec les feux d'artifice, qui est incroyable, qui est d'une beauté, qui a pas pris une ride. Regardez ça sur grand écran, c'est superbe, c'est superbe. Voilà, Audioslave, premier album, ça match de fou. Euh, et en fait, ça fait plaisir à tout le monde, quoi, parce que c'est des gens qu'on adore, que ça fonctionne aussi bien, voilà. Et puis, ce qui est assez fou, alors moi, j'ai jamais vu Chris, malheureusement, la fois où j'aurais pu à Ottawa, je l'ai raté, mais euh, et Audioslave, ça tourne, mais en plus, ça n'arrête pas de produire, parce que en moins 2 ans, quoi. Je crois qu'il y, a- Mm. il y a- il y a juste 2 ans, ce qui est très très court pour des groupes de cette envergure. Le deuxième album, voilà, Out of Exile, belle pochette encore, j'aimais bien leur pochette. Out Ouais. of Exile, donc le premier album a été si une claque qui a mis tout le monde d'accord, la critique, les fans, même les plus qui avaient le pied sur le frein, tout ça. Deuxième album, il faut breaker comme on dit. Toi, tu l'interprètes comment ce Out of Exile? Euh, Moi, dans celui-ci, il n'y a pas que des tubes, par contre. Ça, c'est vrai. Euh, mais ils ont réussi à se placer correctement sur pas mal de choses. Il y a Out of the Exile qui est un très 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 beau morceau. Be Yourself, en plus de ça, qui a été placé dans toutes les séries à minette, genre Smallville, Ah les oui, frères ouais. Scott, Qui tout est un ça, gros enfin tube, One hein. Tree Hill. Un gros tube Comment? planétaire, hein, qui a bien fonctionné en France aussi, Ouais. hein, si je me souviens bien. Après, il y a des morceaux sous-estimés aussi un petit peu dans cet album. Heaven's Dead ou Yesterday to Tomorrow. Ça, par exemple, c'est un de mes morceaux préférés de Chris Cornell. Ouais. Et très peu de gens le connaissent. Alors que il est super super beau, vraiment c'est quelque chose de fou. Mais c'est vrai que dans cet album-là, par contre, ils ont réussi à aller choper du placement, tu vois. Ils ont réussi à se placer rien qu'avec Be Yourself. Ils ont réussi à placer leurs morceaux dans toutes les petites séries. Et du coup, je pense que ça leur a fait du bien aussi au portefeuille, ça par contre. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, deuxième album, mais bon, enfin, en fait, c'est un all-star band, mais qui sont victimes du concept du premier album. Tu sais, Ouais. du fameux problème du premier album magistral, tu vois. Et c'est quand même fou, parce que c'est quand même des mecs qui, à ce moment-là, ont déjà de la bouteille dans le business. Énorme, quoi. Énorme. Donc, de là, il y a encore une tournée, si je ne m'abuse. Et puis, euh, arrive un troisième album. Alors là, c'est l'année, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 2007. Tu me dirais 2006. 2006, d'accord. C'est 2000. Bah, tu Ouais. vois, 2 ans, 2 C'était ans, 2 ans, 2 ans. Ça travaille fort, hein. Ils ont jamais C'était quelques relâché. jours avant l'anniversaire de ma mère. Ah bah, tu vois. Tu vois, je me souviens. Alors, on va aller sur un album. Alors, dis-moi si je me trompe. Peut-être je me trompe dans l'histoire. Mais cet album sort et en même temps, Chris, qui est en fait, comment dire, est à la fois, je sais pas si c'est un team player.
Tu vois ce que je veux dire, Chris? C'est un électron libre et je pense que dès que le cadre du groupe devient trop lourd, c'est un mec qui prend, alors c'est mon interprétation, hein, mais c'est un mec qui prend la fuite. Tu me diras si tu vois les choses comme moi ou pas. Euh, et en fait, Revelation sort en même temps que le groupe Split. Est-ce que je me trompe? Ouais, ils ont même pas tourné sur cet album-là. Ouais. Ouais, ils ont pas tourné, hein. Non, ils C'est l'ont pas du tout défendu. donc, Après, je pense dommage, que il y avait ça, deux, trois tunes, tunes dedans qui, bah, notamment Revelation, que je trouvais extraordinaire, qui était un tube en puissance, quoi. ouais, moi je trouve que encore une fois, il y a tous les morceaux qui sont bons. Par contre, ouais, c'est pas tous des gros tubes. Ouais. Il est placé quand même au Billboard, donc c'est une réussite, hein, c'est une belle réussite. Mais même, je pense que eux sont pas aussi satisfaits. Mm. Encore une fois, tu vois, il y a un morceau que je trouve qui a été un petit peu sous-estimé, c'est Wide Awake, qui est complètement dingue. Et ouais, je pense que en même temps. Sincèrement, hein, je pense que le gars, il a surtout le flair. Je pense pas qu'il ait un problème pour jouer Ouais, en groupe. Je ouais. pense qu'il a le flair et que quand il sent qu'il a fait quelque chose de super bien, il dit OK, on n'arrivera pas à égaler tout de suite en tout cas, donc on va prendre un peu de distance et on va s'arrêter et on va revenir plus tard. Tu vois? Parce que si tu regardes, avec Soundgarden, moi j'en déduis ça parce que je me dis qu'avec Soundgarden, ils ont sorti quelques albums, ils ont sorti leur grosse pièce, tu Ouais. vois. Ils ont ressorti un album après, ils ont vu que c'était bof bof, il a arrêté, il a fait son album solo. Son album solo, il est sorti, il a fait un truc super cool. Bon, à mon avis, un album solo en même temps, c'est beaucoup de travail. Donc, on lui a proposé cette place. Il a fait le premier album qui était exceptionnel, le deuxième album qui était super bien, troisième album qui était vraiment bien. Donc, tu vois, et d'un seul coup, il se dit, OK, par contre, là maintenant, on n'arrivera pas à faire mieux tout de suite. Donc, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Donc, je vais peut-être aller travailler sur autre chose en attendant qu'on attende notre tour. Ah ouais. Je pense quand même, je vois ce que tu veux dire, mais je sais pas s'il il arrivait à le verbaliser comme ça. Je pense que je suis d'accord avec toi, il devait le ressentir dans ses tripes, dans son âme d'artiste, mais je pense pas qu'il arrivait à le verbaliser comme ça à ses camarades. Tu vois ce que je veux dire? D'où Ouais, quand parce même, il leur a dit violemment quand même, en plus de ça qu'il a arrêté. voilà, voilà. D'où un divorce qui a fait mal un petit peu à tout le monde. C'est dommage. Et donc, ouais, Euh, Chris continue, on vous dit ça, il continue en solo parce que il revient en fait à lui seul. C'est intéressant. Et il est toujours en recherche, comme tu disais. Et en plus, euh, c'est un mec qui a une culture et qui a une maîtrise de, du genre rock dans sa plus large acception qui est énorme. Et donc on arrive sur un... Alors je sais pas si il y a eu quelque chose avant, mais on arrive en 2009, et tu sais de quoi je veux parler. Je crois que c'est 2009, hein, 2010 ou 2009. Ça, Ouais. c'est un Il y a projet. eu un truc avant, ouais. Il y a eu un truc avant, alors vas-y, vas-y, Ouais, il vas-y. y a son deuxième album solo qui est sorti en fait, qui s'appelait Carry On. Et Ah oui, justement, je voudrais faire je l'ai un complètement petit, zappé. justement, une petite parenthèse sur cet album-là parce Vas-y. que on en parlait la dernière fois avec nos amis de la fuite en vidéo et Antoine de 130 livres. On parlait du fait que, et vous avez évoqué le fait que vous aimiez beaucoup James Bond. Et en fait, dans cet album Ben Carry oui, On, en fait, il y a la c'est vrai, chanson You Know My Name qui était dans exactement. Casino Royale Eh oui, de, c'est de, vrai, c'est vrai. de James Bond. Il y a également une reprise de Michael Jackson de Billie Jean, qui était aussi une reprise audacieuse, mais qui s'écoute bien. Bon, la première fois que j'ai écouté, j'ai dit qu'est-ce qu'il a foutu, il a fait nimp. Et plus je l'ai réécouté, après je me suis dit non, en fait c'est bien, il se l'est approprié et tout. Après, encore, je pense que sur cet album-là, il a voulu recréer quand même un petit peu ce qu'il avait fait sur son premier album. Donc, donc après, ça c'était en 2007. Ouais. Et l'album dont tu vas parler est sorti quelques années après. C'est en 2009 qu'il est sorti. Voilà, d'accord. En parlant, en faisant les anecdotes sur ces reprises, parce que
Cornell fera plusieurs reprises et il était extrêmement bon parce que réinterprétation, une vraie patte apportée, tout ça, c'est quand même, à mes yeux, c'est quand même le seul au monde qui est capable de reprendre Nothing Compared to You et de le mettre à un niveau exceptionnel. Enfin, voilà, moi Ouais. je suis fan de cette chanson, je suis fan de Prince, je suis fan de Sinéad O'Connor quand elle l'a chanté, mais écoutez ça de Chris Cornell, si ça vous met pas des frissons, les gars, faut vous poser des questions. Voilà. Donc, on continue sa carrière et on arrive sur un projet que moi que j'ai beaucoup aimé. Tu me connais, tu sais pourquoi j'ai beaucoup aimé. Oui, Voilà. Et je l'ai beaucoup aimé parce que ça montrait la plénitude du talent de Chris Cornell. Les gens, c'est un projet qui n'a pas été compris à son époque, qui n'a pas été compris parce que c'est aussi un projet de son époque. Il prend le producteur de l'époque, et c'est bizarre parce qu'on en a ton parlé, ami, mon ami, ton ami. mon ami Tu sais. Timbaland, voilà, et c'est encore une fois, hein, c'est Scream, l'album Scream de Chris Cornell. Alors, effectivement, à la réécoute, tu pourras te dire que sur certains aspects c'est daté, mais sur d'autres, non. Sur d'autres, non, ça fonctionne. Moi, je trouve que Timbaland n'a jamais été aussi génial que quand il travaille avec des artistes autres que des artistes proprement hip-hop. On a On est parlé de d'accord. Duran Duran avec Timbaland, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Et moi, je trouve que Scream de Chris Cornell est proche de ce niveau, est très très proche de ce niveau. Et on a un Chris Cornell, mais alors sur certains aspects dance floor. Mm. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris, parce qu'il restait lui-même dans ce qu'il disait. Dans ce qu'il disait, il restait lui-même, tu vois. Et dans ce qu'il chantait, il restait lui-même. Mais il y a cette touche d'Hemsworth que moi j'adore, tu sais. Part of Me, tu sais, elle est géniale cette chanson. Elle est géniale. Scream est génial aussi. Je vous le conseille. C'est un album que j'aime beaucoup, vraiment que j'aime beaucoup, et qui me fait aimer Cornell encore plus. Voilà. Moi, je continue à défendre cet album. Je sais que c'est un album qui crée des divisions chez les fans. Et toi, Flo? Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un album prise de risque. Et tu Ouais, sais très bien que moi j'aime bien quand les artistes ils prennent des risques. Je tout trouve à ça fait. trop cool. Mais même en prenant des risques, il a réussi à mettre une claque à plein d'autres artistes qui sont coutumiers de ce genre de musique. Il arrive avec Long Gone qui est énorme, Scream qui est fabuleuse, Enemy qui est Mm. complètement dingue, Another Side of the Town qui est Ouais. folle. Moi j'avais trouvé dingue parce que encore une fois vu que c'est que du synthé ou de la batterie électronique, là t'as vraiment la voix qui est ultra devant et il se fait plaisir. Ground Zero qui est vraiment bien et tu vois moi j'ai la première fois que j'ai tilté sur le morceau Scream, c'était j'étais en couple avec une nana qui était fan de One Tree Hill, donc les frères Scott en français, Mhm. et on regardait un épisode et j'étais là en Ils avaient mode de la oh là bonne zik là. hein, sur cette série. Ils avaient de la bonne zik parfois. Ouais, carrément, carrément. Et en fait, à un moment donné, j'entends Scream, j'entends le refrain, et je dis non mais attends, mais c'est la voix de Chris Cornell, ça c'est pas possible. Et en fait, je l'ai chasamé et je me suis dit waouh, mais attends, mais je me suis jamais trop penché sur cet album et je me le suis retapé et je me suis dit ouais mais c'est un génie ce mec, il sait tout faire, il Voilà, sait tout il sait tout faire. faire. C'est vraiment le chanteur de rock. Il Ouais. sait tout faire, il peut chanter sur n'importe quoi, il écrit des mélodies et des paroles complètement dingues. Ouais. Et en plus de ça, par la suite, il a montré que ces morceaux-là, en fait, même en acoustique ou même remaniés de différentes manières, ils sont toujours aussi bien. Ground Zero, par exemple, en acoustique, il est encore mieux Mm. que la version de cet album, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et c'est là, comme tu disais, cet aspect soul que, qu'il y a dans sa voix, c'est là où ça sort. Enfin, moi, Mm. il m'a fallu ça pour que, voilà, je fais, ok, ah oui, effectivement, effectivement, là, on ne peut plus éviter. Et c'est très fort avec son grain de voix, tu sais. Moi, je reviens sur, tu sais, comment dire, le pont et les couplets de Part of Me où il y a son grain de voix. Et là, la voix Chris Cornell, c'est ça, tu vois.
Si tu devais donner une idée de la voix de Chris Cornell, c'est ça. Et bah bref, c'est un album. C'est dommage, hein, il avait fait une grosse promo. Moi, je me souviens, il avait fait toutes les télés ici et tout ça. Il y avait une grosse promo sur cet album. Et je pense qu'il n'avait pas marché, si je me trompe, ou peut-être je me trompe. Mais Bon, en fait, il a fonctionné parce qu'il a réussi. Je pense enfin, il avait de bonnes connaissances. Faut savoir qu'il s'est marié je sais plus si c'était sa, impresario, en gros, sa press relation ou si ouais, c'est ou sa manageuse, je sais plus ce qu'elle faisait, Victoria. Mais bon, elle arrivait à placer ses morceaux partout, hein. ouais, Donc quelque part, c'était quand même une réussite. ouais. Même un de ses albums ou un de ses morceaux, quand il n'était pas aimé du public, elle arrivait à le placer, donc ça en faisait une réussite. Ou pas aimer de la critique. Voilà. Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Et puis anecdote là, et ça m'a donné l'idée. Je t'en parle tout de suite. C'est qu'il y a un clip. Et moi, vous savez, alors si vous ne me connaissez pas, je fais normalement une chaîne consacrée à la boxe. Mais ça fait long. Mais je parle de tout ce que j'aime. Mais bref, dont la boxe. Et il y a Part of Me en tant que clip. C'est énorme parce qu'on voit le heavyweight, le champion heavyweight de l'époque, Vladimir Klitschko, faire un featuring, avoir un rôle dans ce clip qui est génial, ce clip, qui est génial. C'est-à-dire, voilà, c'est la jalousie aux quatre coins du monde. Tu vois, c'est excellent. Et donc, Vladimir Klitschko, et en fait, Klitschko et Cornell ont eu une vraie amitié à cette période-là. Quand Cornell allait faire ses tournées en Allemagne, Klitschko vous pouvez retrouver des images, il est à des concerts avec lui et tout. Et moi, je te dis, ça m'a donné envie de faire des démarches et d'aller vers Klitschko pour lui faire parler de cette amitié. Parce que je crois pas qu'il était aux funérailles. Alors voilà, spoiler alert, malheureusement, Chris Cornell nous a quittés. Mais il n'était pas aux funérailles. Alors que quand tu les vois à cette période-là, mais c'est les deux meilleurs potes du monde. Donc je vais faire des démarches pour interviewer Klitschko sur son ami Chris Cornell s'il a envie d'en parler. Et imagine qu'ils disent oui, Flo, je t'appelle, on fait une interview ensemble. Avec grand plaisir. Hein, voilà, on va. Voilà. Tu vas me faire pleurer. Ça, ça sera. C'est loin d'être fait, c'est un gros défi, mais si jamais ça se fait, ça sera un plaisir. Voilà. Donc Scream, ben, enfin, belle période quoi. Quand on aime Chris Cornell, moi je trouve que c'est une belle période. Et donc Ouais. il entre on ne le sait pas encore, mais il entre dans sa dernière décennie de vie et d'artiste ces années 2010, avec finalement, et là je remets notre visuel de Soundgarden que nous avions tout à l'heure, avec c'est aussi les reformations. Il y a reformation de Soundgarden, vers la fin de sa vie, il y aura une reformation unique, mais qui était prévue pour plus que ça avec Audioslave. Donc c'est quelqu'un Mhm. qui est dans cette dernière décennie de vie, c'est aussi un mec qui se rabiboche avec les gens qui l'ont accompagné dans sa carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Mais il était connu, enfin moi de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu, il était quand même connu pour être quelqu'un de ultra gentil Ouais. et ultra, enfin, je trouve, alors là je déteste faire ça, mais je trouve plus le mot en français. Il soutenait vraiment beaucoup ses amis parce que genre c'était un excellent pote au chanteur de Linkin Park. Oui. Chester. Et Chester disait tout le temps que ben, il lui avait sauvé la vie et ils se soutenaient même parce que tous les deux avaient des problèmes d'addiction. Donc ils se soutenaient Ouais. dans leur sobriété, tu vois. Il y avait un truc fort, donc je pense pas que c'était un mauvais mec. Je pense que c'était juste un gars qui, quand il avait Et puis l'impression que il y avait une reconnaissance d'artiste à artiste, hein. Parce hum, que quelque part, Chester, on a mis longtemps à reconnaître que c'était un grand chanteur, tu vois. Et qui est la validation de Chris Cornell, ça a aidé à un peu détendre les critiques les plus acerbes sur Linkin Park et Chester Bennington, et faire comprendre que, attends,
Chris Cornell, s'il respecte ce mec, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, surtout qu'ils ont fait beaucoup de trucs ensemble, hein. Ouais, Chris Cornell, il a été invité plusieurs fois sur scène avec Linkin Park. ouais, Quand il faisait des tournées avec Temple of Dog, pour le morceau avec, j'ai oublié le nom, pour le morceau avec Eddie Vedder. ouais, Très souvent, c'était Chester qui remplaçait Eddie Vedder ouais, parce que Eddie Vedder, bah, il tournait beaucoup, hein. c'est ça. Euh, donc voilà, donc non, ouais, je pense que voilà, il avait fait le tour de pas mal de choses, qu'il a voulu retourner aux sources avec Soundgarden, et je pense qu'il a dû se dire aussi que bon, bah ça y est, ça avait pris son album, les albums cultes qu'il avait fait avaient pris du repos, et que maintenant il pouvait proposer quelque chose de nouveau qui allait être accepté, parce que c'est compliqué, je pense, quand tu sors un chef-d'œuvre, après arriver tu sais que la suite, on va t'attendre au tournant et qu'elle sera pas vue du même œil, tu vois. Ouais. Donc ouais, donc il y a la reformation de Soundgarden où j'étais ultra content. Bon, je les ai loupés à chaque fois, savoir que j'ai jamais vu Chris Cornell en concert et j'en suis ultra triste. Ah, moi aussi. Mais ouais, j'étais content quand j'avais vu qu'ils se reformaient avec Soundgarden parce que je me suis dit ça y est, ils vont ressortir un album et du coup le King Animal c'était une belle surprise aussi parce que c'était un très bon album également, hein. Ouais. Ouais, quelle année exactement? J'arrive plus à le situer. 2013? 2012. 2012. Ouais, 2012. Et juste avant, il avait fait une tournée et un album live en acoustique où en gros il s'amusait vraiment. C'était une tournée en solo où il avait fait un peu. Dans cet album-là, tu retrouves des morceaux de Temple of Dog acoustiques, des Ouais, morceaux de Soundgarden acoustiques, des morceaux de ses albums solo en acoustique, des morceaux de Audioslave en acoustique. Je crois qu'il avait même fait sur son concert à New York ou à Seattle, je sais plus. Il avait fait un feat avec sa fille. Il s'était vraiment amusé sur cette tournée-là. Il avait pris beaucoup de plaisir. C'était genre, allez, roue libre quoi. Je m'amuse quoi. Et mais c'est un bel album, vraiment. À ouais, écouter, il fait du bien à écouter. Il s'appelle Songbook. Et moi, je le conseille parce que c'est vraiment un bel album. ouais. Et il s'amuse, mais en même temps, peut-être qu'on le voit pas, ça. Mais il va, comment dire, il va bosser, comme disent les jeunes, il va charbonner dans ces dernières années de vie, mais à fond, parce qu'il y a ces projets solo qui ne s'arrêtent pas, il y a donc les tournées solo qui ne s'arrêtent pas, il y a les reformations, il y a les albums avec ces groupes iconiques, notamment Soundgarden, il y a les tournées avec Soundgarden, ça n'arrête pas, donc vers 2017, il y aura même la reformation avec Audioslave, ça sera épisodique, mais quand même, donc ça, une masse de travail, et finalement aussi une masse de pression qui ont dû jouer malheureusement dans son destin tragique. Moi, c'est mon interprétation de la chose. Euh, et si je me trompe pas, un dernier album solo, Le meilleur. Higher Proof, euh, qui arrive comme ça. Alors on le sait pas, mais album, on le sait pas. J'ai employé le mot album testamentaire. Mais ouais, Chris Cornell qui, dans un format plus classique que Scream, à mes yeux, arrive à avoir la même, tu sais, la même approche que Scream, c'est-à-dire le rock au sens le plus large, je le prends dans son acception la plus large, je la prends, je suis un chanteur de cet univers-là. Et enfin, je te laisse en parler, Flo. Mais écoute, je sais pas ce que t'en as pensé de cet album-là, mais moi, pour moi, c'est son album solo, c'est son meilleur album solo. Je l'ai trouvé magnifique. Il m'a fait pleurer cet album quand il a mis fin à ses jours. Je l'ai réécouté en chialant encore parce que je suis une groupie et que ça m'a tristé à fond mais parce qu'en fait Chris Cornell pour moi c'était l'exemple même en fait. Pour moi, tu vois, moi qui suis chanteur, qui suis technicien, j'aime beaucoup tout ce qui est technique vocalement. Chris Cornell, pour moi, c'était quelqu'un qui était
la technique parfaite, surtout que on est à peu près, on a la même tessiture vocale, donc tu vois, moi c'est comme si tu te regardes dans un enfin tu vois, t'as l'œuvre d'art et puis t'as le brouillon, t'sais. Ouais, Moi ça a toujours été ça, je regardais Chris Cornell, c'est c'était une l'œuvre sorte d'art, moi j'étais le brouillon, tu d'horizon vois. à atteindre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, déjà cet album, je l'avais trouvé magnifique. Les paroles sont complètement folles, les lignes de chant sont folles aussi. En plus de ça, c'est lui qui joue de la guitare sur tout le truc, donc tu te dis voilà, la composition, elle est complètement dingue, c'est parfait. On disait que c'était un pote à Jeff Buckley. Pour moi, tu vois, c'est digne d'un album de l'album de Jeff Buckley. C'est vraiment magnifique, c'est parfait. Et quand il est décédé, en fait, je me suis dit euh, c'est mon horizon, mais lui, quand il a atteint ce truc-là, il est toujours pas heureux. Et Ouais. il met fin en fait. Et je me dis, est-ce que vraiment le but à atteindre, est-ce que c'est vraiment le paradis en fait qu'on voit? Et Et oui, nous sommes de retour. Voilà, vous l'avez bien compris. Petit problème d'enregistrement pour moi et Flo pendant notre discussion. Vous avez vu, elle est en format de podcast jusqu'à maintenant. On est de retour, oui. Les jours ont passé depuis notre enregistrement où on peut vous le dire, Flo, nous, on avait fait une première conclusion qui nous satisfaisait, mais totalement. On était même allé vraiment dans l'émotion. On est allé se chercher, comme on dit, on est allé se chercher. Et, et, euh, et voilà. Mais regarde, ma casquette des Seahawks de Seattle est toujours là parce que Parfait. c'est parfait, Flo. Je suis vraiment content qu'on soit toujours ensemble pour reparler de Chris. Tu nous disais justement que aller chercher de telles émotions, c'était vraiment pas simple. Et il faut le redire, mais tu le diras bien mieux que moi. Cet album, Higher Truth, est vraiment, pour un dernier album malheureusement, est vraiment un summum d'émotions selon toi. Ouais, je pense que, enfin, quand je l'ai écouté la première fois après, en allant chercher dans les lyrics, en allant un petit peu regarder tout ça, on se dit que ça sonne vraiment triste. Déjà, Chris Cornell de base a rarement fait des chansons où il disait je suis totalement heureux dans ma vie, hein. Mais, mais c'est vrai que cet album-là, déjà, comme on avait parlé, la jaquette, on a l'impression que c'est le On point remet, ouais, culminant, tout à que, fait. que c'est comme si, ok, j'ai atteint mon but. Et, Ouais, et là, tellement. on est vraiment sur un truc ouais, ultra sensible. Il y a plein de choses. Après son décès, il y a plein de petites tirades de l'album qui sont ressorties, qui ont repopé en mode, hey, regardez. Regardez, il avait quand même dit ça et ceci, cela. Après, comme on l'a déjà dit, c'est des gens qui ont. Enfin, c'est quelqu'un qui était déjà touché par la dépression avant tout. Il était ultra dépressif. Il y avait, mais c'est vrai que cet album-là, c'est peut-être aussi le fait que c'est principalement de la guitare et de la voix. Donc, Ça rajoute. ça ajoute vraiment beaucoup dans le côté émotionnel. Et puis ouais, on sent que il va pas bien, il va vraiment pas bien, et que, mais moi je pensais pas en écoutant cet album que ça allait être le dernier que j'entendrais de lui. Mais ouais, on capte que, je crois que, bah, il y a une chanson qui s'appelle Before I Disappear. Ouais, We il y a tellement, Disappear, Before We Disappear. ouais, il y a tellement Euh, de signes. C'est vrai, en connaissant la triste fin, c'est vrai que tu revois toute la carrière avec cet angle, comme je te le disais justement pour son premier album qui commence à She Can't Change Me. Tu dis quand même, il y avait quand même des titres qui étaient tellement en, qui est tellement lourd de sens, voilà, lourd de sens. Et cet album-là, parce qu'il arrive, redis-moi la date, parce que j'ai toujours je le mets toujours en 2015, mais il est pas de 2015, c'est Non, 2016. il est 2016, celui-ci, même 2017, celui-ci. Donc, la même année. C'est vraiment quelques mois avant qu'il se suicide, hein. Vraiment, Mais, je crois qu'il est sorti, si je dis pas de bêtises, il est sorti en avril, cet hey, album. Attends, que je te dise pas de bêtises. Et cet album est sorti.
Tu sais quoi, je regarde carrément. Ouais. Et de toute Tac. façon, ce qui est malheureux, c'est qu'il se sautera la vie en pleine tournée de cet album. Il Ouais. défendait cet album et en pleine tournée. Et bon, là, on est un peu obligé quand même de reparler de ça parce que c'est vrai que ça fait partie, comme tous les artistes qu'on aime profondément, sa disparition, ça a été un choc. Et moi d'autant plus qui le suivait par à coup, à la différence Ouais. de toi, ça a été une vraie surprise, enfin, une mauvaise surprise. Hein. J'aurais jamais pensé, tu vois. Mais dans ces cas-là, on dit toujours la même chose. Et ça arrive dans une succession, malheureusement, de disparitions où il n'y a que quelques jours qui séparent la disparition de Chris Cornell et de Chester Bennington Ouais, il y a de quasiment un Linkin mois. Park. Un mois, voilà, donc Ouais. ça a Et été je me suis dramatique. Hein. et je me suis trompé. Il est de 2015. C'est toi qui as raison. Ah Et d'accord. et c'est du coup ouais, il est Donc bien de longue 2015. tournée en fait, hein, Florent, Mais en parce que fait, il il s'est fait une tournée. suicidé après un concert de Soundgarden, par contre. De Soundgarden, tu vois, Soundgarden à je Détroit. confondais. Je confondais. Ouais, Détroit, c'est ça, tout à Mm. fait. Et en fait, voilà. A posteriori, on l'a pas vu venir, mais si on s'était plus attardé émotionnellement sur ce qu'il nous disait, la surprise aurait été, c'est bête à dire, hein, c'est bizarre ce que je vais dire, aurait été moindre parce que effectivement tout est là, comme on vous dit dans les titres, dans les textes, etc. Et Chester Bennington et Chris Cornell, en fait, pourquoi c'était une surprise? C'est ce qu'on j'évoquais dans notre première conclusion tous les deux, c'est que à un moment, moi, en tant qu'amateur de musique, j'ai c'est pas que je les ai pas pris au sérieux, je les prenais au sérieux, mais c'est comme si j'étais détaché, je leur ôtais à ces artistes leur véracité émotionnelle. Parce que comme je les entendais tout le temps, tu sais, et que c'est vrai que Linkin Park, tu te souviens, les années 2000, Linkin Park, on Ouais. en avait le soir au matin, Linkin Park. Et donc, en fait, ce côté diffusion industrielle, plus pour Linkin Park que pour Chris, mais quand même, Audioslave, ça a été quelque chose. Et le fait tous les jours, on écoutait un petit peu leur coup de moins bien et tout ça. Comme on l'entendait tout le temps, tu avais ce régime industriel, tu disais, oh, bon, tu sais, c'est une journée au bureau pour eux. Mais non, ce que moi-même, et je m'en veux, tu vois, c'est que mécaniquement, j'avais ôté, tu sais, toute cette dimension deep dans l'émotion qu'avait Chester et qu'avait Chris, et que en fait, ils ont dû, enfin, en faisant ce geste terrible, je me suis dit, mais putain, mais comment j'ai pu, tu sais comment j'ai pu être aussi nonchalant par rapport à ce qu'ils me chantaient. Tu vois, je m'en suis un peu voulu, tu vois, d'ailleurs. Vas-y, je te laisse la parole, Flo. Mais en fait, le truc, c'est que, ouais, je pense que ce qu'on oublie, c'est que tu disais tout à l'heure, une journée de bureau, c'est vrai, mais en même temps, c'est faux. C'est plus comme si, dans ce cas, c'est plus comme si tu étais routier, tu sais, parce que tu Mm. rentres pas chez toi le soir. Mm. Donc en fait, le truc, c'est que déjà, de base, très souvent, les artistes, c'est des gens hypersensibles. Après, pour avoir un petit peu connu les tournées à mon échelle, tu te retrouves, tu fais ton concert, il y a plein de gens, donc tout le monde imagine que la vie elle est trop trop bien. Et par la suite, quand la soirée se termine, tu vas dans ta chambre d'hôtel et tu te retrouves seul face à un mur. C'est des ascenseurs Et émotionnels. moi, le truc, c'est que moi, je partais en tournée maximum 15 jours. Ouais. Eux, ils partent en tournée des mois sans voir leur famille, sans être chez eux, se sentir chez toi nulle part, être seul. Parce que Chris Cornell, on l'a retrouvé dans sa chambre d'hôtel, seul. C'est d'ailleurs, sur Internet, on peut retrouver l'appel au 911 de la nana de l'hôtel qui Mhm. dit bonjour, c'est l'hôtel Intel de Détroit. Je viens de retrouver un homme d'une cinquantaine d'années mort dans sa chambre. Je crois que c'est la rockstar Chris Cornell. Mm.
Donc, on est vraiment sur quelque chose que c'est compliqué déjà de base quand tu es hypersensible, se sentir bien tout le temps, c'est pas possible. Déjà pour un être humain, se sentir bien tout le temps, c'est pas possible. Déjà, dans un premier temps. Mais en plus de ça, il n'y a pas de repère. Après, t'es musicien, ça devient des collègues de boulot. Et, Ouais. euh, et quand, et quand tu t'es en tournée, quand tu es en tournée, en plus de ça, l'histoire de on fait la teuf, c'est totalement faux. La plupart du temps, quand on est musicien, on se bourre la gueule pour oublier qu'on se fait chier Voilà. euh, parce que t'es dans le camion, t'attends de jouer, Et si tu t'arrives. veux, et si tu veux éviter les excès, justement, tu restes seul. Ouais, Ouais. mais c'est souvent ça, c'est parce que tu te fais chier. Sur le trajet, tu te fais chier. T'arrives à la salle de concert, tu fais ton test son, ensuite tu te fais chier. Tu joues, tu termines, ensuite tu te fais chier. Tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu reprends le camion et tu te refais chier. Donc en fait, tu passes ton temps à attendre. Et puis t'es seul dans tes pensées et tu sais pas. Ah, pour ces mecs-là, c'est pas bon. Quand tu es dépressif, c'est quelque chose de compliqué. Il l'a déjà dit. Et justement, il y a un artiste qui disait dans une de ses interviews, il disait que euh, je me suis jamais senti seul que depuis que je suis autant entouré. C'est genre, Mm. je joue devant des milliers de personnes, mais je me sens tellement seul. Et le dernier album de Linkin Park, il le dit, il commence par ça, il dit vraiment I'm dancing with my demon. Il est dépressif au plus haut point. Et d'ailleurs, je pense que déjà de base, il y a beaucoup de vidéos et de photos où on voit Chris Cornell et Chester Bennington en vacances ensemble avec leur famille. Donc je Ouais. pense que c'était déjà de très bons amis, mais en plus de ça, de très bons amis qui avaient arrêté de boire et de se droguer en même temps, devaient se soutenir dans leur dépression. Et quand Chris Cornell s'est foutu en l'air, et ben Chester Bennington s'est foutu en l'air le jour de l'anniversaire de Chris Cornell, donc qui était à peu près un mois après. Voilà. Lourd de sens, lourd, effectivement. Bon, on était, vous comprenez bien, on était quand même obligé d'évoquer, plus que d'évoquer, et de réfléchir aussi à cela, parce que c'est pas rien. Mais maintenant qu'il n'est plus là, maintenant qu'on vous a fait ce portrait de carrière, qui est un portrait de carrière quand même assez hors du commun pour un artiste à la fois de band et solo. Reparlons maintenant, c'est le meilleur hommage qu'on peut lui faire. Reparlons une dernière fois maintenant de Chris Cornell, l'artiste. On a fait, et d'ailleurs, regarde, tu vois, on a cette pochette. Ce sera la cover de notre vidéo. Je suis tellement content. C'est vrai. Moi, je suis très content d'avoir fait cette discussion parce que Chris Cornell, c'est quand même, il est à part. Il est véritablement à part. C'est-à-dire que dans l'histoire, enfin, c'est pas dans l'histoire de la musique, mais dans l'histoire de ma musique, si je puis dire, je ne connais pas un frontman qui a été aussi à l'aise en termes de talent au sein d'un groupe et en solo. Et qui a manié ça comme personne d'autre. Il y avait une fluidité à pouvoir passer de Soundgarden à carrière solo, Audioslave, revenir en solo, repartir sur Soundgarden, ainsi de suite, qui fait que, en fait, je me demande toujours, encore aujourd'hui, et je pense que ça sera une question que j'aurai pour toute ma vie, et j'arriverai jamais à y répondre, ça sera ma conclusion, je ne sais toujours pas aujourd'hui si je suis fan de Soundgarden ou de Chris Cornell, si je suis fan d'Audioslave ou de Chris Cornell. Tu vois ce que je veux dire? Et je le saurai jamais, et c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est bien. Et toi, Flo? Ben, moi, je pense que de tout ça, déjà, c'est une très bonne conclusion, je trouve. Moi, je sais que je suis extrêmement fan de lui parce que peu importe ce qu'il fait, enfin, ce qu'il faisait, j'étais conquis. Conquis. Mhm. Je trouve qu'il avait quelque chose dans sa voix et justement, au-delà de la technique, c'était l'émotion qui dégageait, le côté fatigué, le côté. Mais il avait une grosse technique aussi si on prend, tu vois, si tu mixes Kurt Cobain, qui avait cette voix un peu fatiguée, un peu dépressive, tu ajoutes une technique vocale digne de Robert Plant, t'as Chris Cornell en fait. Donc C'est pas c'est faux. vrai que il a beau chanter du blues, il a beau chanter du rock, il a beau chanter
Il m'a toujours mis des frissons et je pense que ça restera pour tout le temps maintenant mon chanteur préféré. Il y aura personne qui. C'est pour ça que je dis pas que Soundgarden ou Audioslave c'est mes groupes préférés. Par contre, je dis que Chris Cornell est mon chanteur préféré Voilà. parce que c'est le seul qui a réussi vraiment à me faire chialer sur tout un album et c'est le seul que tu sais, il y a des moments où tu as envie d'écouter une certaine musique et pas une autre. Et ben moi, peu importe le moment, si je suis dans ma phase hip-hop ou death metal ou machin, si tu me mets du Chris Cornell, je te dirais pas enlève. Je dirais c'est trop. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, super conclusion. Voilà pour notre discussion Chris Cornell. Ça elle nous tenait à cœur et on a réussi à la conclure. On se retrouve pour les discussions Hall of Fame du rock bientôt. On en a deux. On a deux qui sont réglés sur tout ça. D'ailleurs, il y a un indice dans le décor de mon cher Flo. Il y a un gros indice dans le décor de mon cher Flo. Saurez-vous trouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous saurez trouver. Et d'ailleurs, pour celle-là, il va falloir qu'on kidnappe Flo. On se redonne le sourire en fin d'émission. Il va falloir qu'on kidnappe notre ami Alex de la fuite en vidéo parce que celle-là, il faut la faire avec lui. Voilà. Ah ouais. Et l'autre, on la fera avec 130 livres, le blog. On lui réserve aussi une discussion. Donc la prochaine, c'est quelque part derrière Flo et ça va vous plaire. Vraiment, Flo, c'était un plaisir comme d'habitude d'être avec toi. Et puis on se rejoint bientôt pour de nouvelles discussions Hall of Fame du rock. Portez-vous bien. Ciao. Ciao.